Chapitre 38. Suite du brillant discours de Don Quichotte sur les armes et les lettres. Nous venons de considérer la grande pauvreté de l'étudiant, continua Don Quichotte. Voyons maintenant si le soldat est plus riche. Nous aurons vite fait de constater que nul n'est plus pauvre parmi les pauvres, car il n'a pour subsister qu'une seule misérable, qui arrive tard ou jamais, et ce qui peut brigander de ses mains, au péril de sa vie et de sa conscience. Si grand est son dénûment qu'un pourpoint tout lacéré lui sert souvent d'uniforme et de chemise. Quand il se trouve en rase campagne au milieu de l'hiver, il n'a que sa propre haleine pour se défendre des inclémences du ciel. Et je peux vous certifier qu'en dépit des lois naturelles, cette haleine qui sort d'un lieu vide est bien froid. Et ce n'est pas tout. Quand la nuit tombe, voyez comment il se dédommage de toutes ces incommodités dans le lit qui lui est offert. Celui-ci ne sera trop étroit que par sa faute, car notre soldat peut mesurer sur le sol autant de pieds qu'il voudra, et s'y rouler tout à son aise sans crainte de chiffonner ses draps. Quand vienne le jour et l'heure de recevoir le diplôme de sa profession, c'est-à-dire le moment de la bataille, on lui met sur la tête un bonnet de docteur fait de charpie pour le guérir d'une balle qui lui a traversé la tempe, à moins qu'elle ne le laisse estropier d'un bras ou d'une jambe. Et si rien de tout cela n'arrive, car le ciel miséricordieux l'aura protégé et conservé sain et sauf, il est fort probable qu'il connaîtra à nouveau la misère. Et il lui faudra prendre part à bien des affrontements, à bien des batailles, et toujours en vainqueur pour que son sort s'en trouve amélioré. Mais ces miracles sont rares. En effet, comparez, messieurs, si vous y avez jamais réfléchi, le nombre de soldats qui profitent de la guerre au nombre de ceux qu'elle tue. Vous êtes bien obligé de répondre qu'il n'y a pas de commune mesure, qu'on ne peut évaluer le nombre des victimes, tandis que ceux qui en réchappent ne dépassent pas quelques centaines. C'est tout le contraire chez les hommes de lettres, qui s'arrangent toujours par des moyens licites ou illicites pour assurer leur subsistance. Ainsi, quoique les souffrances du soldat soient immenses, sa récompense est minime. On pourrait objecter qu'il en est plus facile de récompenser 2000 lettrés que 30 000 soldats, car on paye les premiers par l'attribution d'une charge qui revient de droit à ceux de leur profession, tandis que les autres ne sauraient l'être qu'aux frais du maître qu'ils servent. Cela ne fait d'ailleurs qu'appuyer ma thèse. Mais laissons de côté ces questions de crainte de nous perdre dans un véritable labyrinthe. Et revenons à la prééminence des armes sur les lettres, qui reste encore à prouver, malgré les arguments avancés de part et d'autre. Du côté des lettres, on prétend que sans elles, le métier des armes ne pourrait exister, car la guerre, elle aussi, est assujettie à des lois, et que les lois sont du domaine exclusif des lettres et des lettrés. À cela, les partisans des armes rétorquent que les lois ne pourraient se maintenir sans elles, car c'est avec les armes que les États sont défendus, les royaumes conservés, les villes gardées, la sécurité des chemins assurée, les mers purgées de corsaires. Bref, que sans leur secours, les États, les royaumes, les monarchies, les villes, les routes de terre et de mer seraient la proie du désordre et des excès qu'engendre la guerre, aussi longtemps qu'elle dure et qu'on la laisse user de ses privilèges et de ses violences. Il est reconnu que plus une chose nous coûte, plus nous l'estimons, et sommes en droit de l'estimer. Dans les lettres, pour atteindre à l'éminence, il en coûte du temps, des veilles, de la faim, du dénouement, des maux de tête, des indigestions et autres embarras du même genre. Pour parvenir à force de mérite et être un bon soldat, il en coûte à celui-ci au moins autant qu'à l'étudiant, mais à un degré tellement supérieur qu'il n'y a plus aucun rapport,
puisque à tout moment le soldat risque de perdre la vie. Qu'est-ce que la peur du dénouement ou de la misère qui assaille l'étudiant en comparaison de celle qu'éprouve le soldat assiégé dans une forteresse et qui, en sentinelle sur les murs ou en poste dans une tranchée, s'aperçoit que l'ennemi creuse une mine sous ses pas et ne peut sous aucun prétexte ni s'éloigner ni fuir ce danger imminent. Tout ce qu'il peut faire, c'est avertir son capitaine de ce qui se passe pour que celui-ci y réponde par une contre-mine et rester là sans bouger, à trembler et attendre. L'explosion qui, d'un moment à l'autre, et bien malgré lui, va l'envoyer dans les nuages avant de le précipiter au fond de l'abîme. Si ce péril ne vous semble pas suffisant, voyons s'il est égalé ou surpassé lorsque deux galères s'abordent en pleine mer et s'accrochent par la proue, si étroitement chevillées l'une à l'autre que le soldat n'a pour se mouvoir que le plancher du gaillard d'avant, c'est-à-dire 2 pieds. Et cependant, il a beau voir à une longueur de lance autant de ministres de la mort qu'il y a de pièces d'artillerie grondant sur le navire adverse. Il a beau savoir qu'au premier faux pas, il ira visiter les sombres demeures de Neptune. Cependant, dis-je, stimulé par l'aiguillon de l'honneur, il s'offre d'un cœur intrépide comme cible à toutes les mousquetades et tente par ses étroits passages l'abordage du vaisseau ennemi. Et le plus admirable, c'est qu'un soldat n'est pas plus tombé à l'endroit d'où il ne se les relèvera pas, plus, jusqu'à la fin des temps, qu'un autre déjà occupé sa place. Et si le deuxième tombe à son tour dans la mer, qui le guette comme un ennemi, un autre le remplace, et s'il meurt un autre encore, et ainsi de suite. On ne trouve pas d'intrépidité ni de courage plus grand dans tous les hasards de la guerre. Heureux les siècles qui n'ont pas connu ces dialogues, ces diaboliques et furieux engins d'artillerie. J'espère que l'enfer a récompensé l'auteur de cette invention démoniaque, qui permet à un bras infâme et lâche d'ôter la vie à un vaillant chevalier. Sans que l'on sache comment ni par quel côté, au milieu de l'ardeur qui anime les cœurs valeureux, arrive une balle insolente tirée par un soldat qui peut-être a fui, épouvanté par la flamme qui jaillit de cette maudite machine, au moment de l'explosion, et cette balle, en un instant, interrompt les pensées et met en terme à la vie de quelqu'un qui méritait d'en jouir encore pendant de longues années. Lorsque j'y pense, je dirais presque que je regrette d'avoir choisi la profession de chevalier errant en cette époque détestable où nous vivons. Certes, aucun danger ne m'effraie, toutefois, je ne veux pas qu'un peu de poudre et de plomb m'empêche de devenir célèbre et reconnu sur toute la surface de la terre pour la valeur de mon bras et le tranchant de mon épée. Mais que le ciel en décide comme il lui plaira. Si je réussis ce que j'entreprends, je serai d'autant plus digne d'estime que je me serai volontairement exposé à des dangers plus grands que les chevaliers errants de jadis. Don Quichotte avait prononcé ce long préambule pendant que les autres soupaient, oubliant lui-même d'avaler la moindre bouchée. Bien que Sancho lui eût dit à maintes reprises de finir son repas, et qu'il aurait ensuite tout le temps de parler, ceux qui l'avaient écouté se sentaient à nouveau gagnés par la pitié en voyant qu'un homme qui ne manquait pas de jugement et discourait si bien sur les sujets les plus divers perdait complètement la tête dès qu'il était question de cette maudite chevalerie. Le curé approuva tout ce qu'il avait dit en faveur des armes et déclara que, bien qu'étant lui-même un lettré, diplômé de l'université, il était du même avis. Le dîner s'acheva et on se leva de table, tandis que l'aubergiste, sa fille et Maritorne remettaient de l'ordre dans le galetas de Don Quichotte, où l'on avait décidé que les dames passeraient la nuit. Don Ferdinand pria le captif de leur raconter l'histoire de sa vie, qui ne pouvait manquer de les intéresser, à en juger par quelques mots qu'il leur en avait dit à son arrivée en compagnie de Zoraïda. Le captif répondit qu'il le ferait bien volontiers, mais qu'il craignait
qu'elle leur procura moins de plaisir qu'ils le souhaitaient. Le curé et tous les autres se joignirent à don Ferdinand. Se voyant ainsi sollicité, il déclara que leur prière était superflue, et qu'il était à leurs ordres, quoi qu'on lui demandât. Si vous voulez bien me prêter attention, continua-t-il, vous allez entendre une histoire vraie, que n'égalent peut-être pas les fables les plus habilement composées. À ces mots, tout le monde fit silence et se prépara à l'écouter. Voyant qu'on se taisait et qu'on attendait qu'il prît la parole, il commença d'une voix claire et posée. Fin du chapitre 38.